Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes et qui est sponsorisée cette fois-ci par Kraken. Nous allons commencer par parler de la France, qui est décidément l'un des pires pays au monde pour les amateurs de crypto. Car cette semaine, une nouvelle fuite de données a eu lieu, et pour une fois, ça n'était pas chez Ledger. Là, il est question de données conservées chez Waltio, le célèbre service d'aide à la déclaration d'impôt pour la crypto. Ce mercredi, ils ont été piratés et les données concernant le rapport fiscal de leurs utilisateurs ont fuité. Les pirates ont donc pu récupérer l'adresse mail des utilisateurs ainsi que les gains et pertes réalisés et la valeur totale du portefeuille en 2024 des personnes concernées. Comme il le souligne très justement en dessous, les données concernant l'identité des utilisateurs n'ont pas pu fuiter puisque Waltio n'en dispose pas. Malheureusement, une adresse email suffit largement à poser problème puisque les pirates pourront certainement accéder, moyennant finance, à de multiples bases de données comme celle de GlobalE qui a fuité récemment et qui contient les adresses mail et les adresses postales de ses utilisateurs, lesquels ont peut-être également eu recours au service de Waltio. Les kidnappeurs en série qui sévissent en France auront donc des données encore plus fines permettant de cibler tous les Français ayant fait le plus de bénéfices en 2024 et pas seulement les influenceurs ou les chefs d'entreprise. Et en ce qui concerne les kidnappings, cette semaine, plusieurs affaires ont été révélées, certaines récentes, d'autres un peu moins. Ce lundi, dans le 15e arrondissement de Paris, 3 hommes multirécidivistes avec plus d'une dizaine de condamnations pour vol et violence en liberté grâce à la magie du droit pénal français ont été arrêtés dans une voiture volée avec des couteaux, du ruban adhésif, des gants et des cagoules. Des circonstances qui auraient pu être expliquées par un projet d'attacher des skis à leurs chaussures avec du ruban adhésif pour glisser dans les rues de Paris en mangeant du saucisson, mais croyez-le ou non, c'était encore une tentative de kidnapping pour voler de la crypto. Et donc ce n'était pas la seule ce mois-ci, puisqu'il y en a aussi eu une dans la nuit du 14 au 15 janvier à Salanches en Haute-Savoie avec un couple de retraités qui a été agressé parce que leur fils travaille dans la crypto. Et un peu plus au sud, à Toulon, cette semaine, il a été révélé qu'à la mi-décembre, c'était un lycéen de 17 ans qui a été séquestré par 2 hommes cagoulés et armés parce que son frère avait fait fortune dans la crypto. Et toute la famille a dû se reloger en urgence parce que les malfaiteurs sont revenus ensuite asperger d'essence leur porte d'entrée. Enfin, nous avons appris qu'en ce moment, un gang de faux livreurs qui extorquait les gens en 2023 est en train d'être jugé. Et je suis prêt à parier qu'ils seront relâchés bien trop vite faute de place dans les prisons. En tout cas, ces événements sont tellement nombreux que la France, après avoir passé des années plutôt paisibles entre 2015 et 2024, est désormais à la 2e place mondiale en termes d'attaques du genre, comme l'indique ce graphique. On a près de 30 attaques recensées, contre un peu plus de 50 pour les États-Unis et entre 10 et 20 pour la plupart des autres pays. Et si on calcule plutôt le nombre d'attaques par habitant, on est numéro 1 et de très loin puisque les États-Unis ont 5 fois plus d'habitants que la France. Bref, pour continuer sur les actus récentes liées à la prison à ciel ouvert qui nous sert de pays, sachez que l'introduction de Ledger à la bourse américaine qui n'était qu'une possibilité en novembre dernier est désormais presque une certitude. D'après le Financial Times, ils ont commencé à contacter différentes banques américaines pour une IPO avec une valorisation à 4 milliards de dollars qui pourrait prendre place dès 2026. Encore une fois, une société qui a atteint ses limites dans la soi-disant Startup Nation est obligée d'aller mendier aux États-Unis pour avancer. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la seule IPO crypto qui a fait du bruit cette semaine. D'après The Block, il y en a d'autres qui cherchent à le faire également et il s'agit de Certic, une société de cybersécurité crypto qui serait valorisée à 2 milliards de dollars. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop ce nom, permettez-moi de faire une petite présentation. Certic a pour activité d'auditer le code des projets ayant recours à ces services afin de s'assurer qu'ils ne se feront pas pirater une fois leurs produits rendus publics. Mais leurs clients se font très régulièrement pirater quand même parce que d'après cet ex-client, ils font un travail bâclé qui représente essentiellement le tiers le moins important de ce qu'une vraie société d'audit doit faire. Ils ont audité un paquet de scams, ils ont tenté d'arnaquer Kraken en volant 3 millions de dollars, ils ont travaillé pour un gigantesque groupe de mafieux esclavagistes, leur propre compte Twitter a été piraté, ils sont déjà blindés de pognon parce qu'ils ont levé des centaines de millions de dollars auprès d'investisseurs institutionnels et ils ont même lancé leur propre scam qui a été listé sur le launch pool Binance. En 2020, ils ont sorti une chaîne Certic qui était censée s'intégrer à d'autres blockchains et améliorer leur sécurité. 6 ans après, il n'y a quasiment plus aucune trace de cette chaîne et de son jeton sur le web. Tout a été délisté de CoinGecko et CoinMarketCap, la page du launch pool Binance est vide, le blog de leur fondation n'existe plus, le site de la fondation et l'explorateur de blocs n'existe plus, les nœuds réseau ont probablement tous été recyclés depuis longtemps, et pour ceux qui ont eu le malheur d'acheter ce jeton un jour et de ne jamais le vendre, le prix n'a fait que baisser depuis sa création. Si ce graphique vous semble intéressant, n'hésitez pas à suivre leur IPO de près puisqu'elle pourrait bien finir pareil. Et si au contraire vous préférez trader des actions américaines qui méritent un peu plus leur valorisation, il faut savoir que vous avez la possibilité de trader les plus grosses d'entre elles sur Kraken, notre partenaire du jour. Avec les X-Stocks, des actions jetonisées qui sont accessibles après avoir rempli un petit questionnaire, vous pourrez trader Apple, Nvidia et bien d'autres. Si ça vous tente et que vous n'avez pas encore de compte Kraken, vous pouvez cliquer sur notre lien d'affiliation en description qui vous permettra de gagner un bonus de 15 € en Bitcoin et de nous rendre service en même temps.
Et maintenant, retour aux infos, avec la discussion très intéressante qu'il y a eu vendredi au forum de Davos entre plusieurs participants, parmi lesquels Brian Armstrong, PDG de Coinbase, et François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque Centrale Française. Et pour une fois, je dois le dire, franchement, j'aurais aimé pouvoir passer tout mon temps à me moquer de ce cher gouverneur qui paraît encore plus vieux que le concept de crouton et dont la prononciation de l'anglais est atroce, mais force est de constater qu'il n'a pas dit que des conneries. Par exemple, il dit plusieurs fois que la réglementation n'est pas l'ennemi de l'innovation, ce qui pourrait théoriquement être vrai si nos législateurs étaient compétents. Et puis, il est très positif en ce qui concerne la jetonisation, qui d'après lui va apporter de grands progrès à la finance internationale, une diminution des coûts des transactions, etc. Enfin, il rappelle que si l'accès aux actifs jetonisés peut améliorer la vie des gens, il doit être accompagné d'une meilleure éducation du public en matière financière afin d'éviter les grandes catastrophes. Ce qui est tout à fait correct. Malheureusement, c'est à peu près tout ce qu'il dit d'intéressant. Et en prime, on ne peut pas vraiment être certain que ça soit tout à fait honnête. Quand le gouverneur de la Banque de France explique que la jetonisation est une bonne chose, il y a de fortes chances qu'il parle surtout de celle qui sera pratiquée sur des réseaux contrôlés par les banques, pendant qu'il fera tout ce qu'il peut en arrière-plan pour pousser nos législateurs à interdire ou limiter la jetonisation d'actifs réels sur des réseaux publics comme Ethereum. Parce qu'en même temps, dans ce discours, on voit quand même qu'il ne s'arrête pas de répéter qu'il y a des risques, encore des risques et toujours des risques quand il s'agit d'émetteurs privés. Et bien sûr, on ne peut pas ignorer les deux passages qui ressemblent un peu du bourrage de crâne dans lequel il nous explique qu'on vit dans des démocraties, que le contrôle public de l'argent, c'est-à-dire par l'État, est un élément crucial des démocraties, qu'il a plus confiance en des banques centrales indépendantes avec un mandat démocratique qu'en des sociétés privées émettrices de Bitcoin, bien que leur rôle soit très utile. Alors, premièrement, on ne vit pas dans des démocraties, on vit dans des aristocraties électives, puisque le peuple n'a aucun pouvoir en dehors du choix de ses représentants. Deuxièmement, le contrôle de l'argent par l'État est un élément crucial, mais pour les dictatures, puisqu'il permet au gouvernement d'écraser le peuple avec l'inflation. Tandis que dans une démocratie, ce n'est pas essentiel, puisque le peuple pourrait directement contrôler la banque centrale à travers des référendums sans intervention de l'État. À supposer d'ailleurs qu'il y ait dans une vraie démocratie une banque centrale au lieu d'une monnaie purement décentralisée. Troisièmement, les banques centrales n'ont pas de mandat démocratique et François Villeroy de Galhau non plus. En fait, il y a plus ou moins deux sens à ce mot. Un mandat, ça peut être une mission, ou un titre qui justifie l'existence de cette mission. En matière de titres, déjà, la Banque de France et son gouverneur n'ont que des mandats d'origine aristocratique et politique. Les statuts de notre banque centrale se trouvent à l'intérieur du code monétaire et financier qui a été rédigé par des politiciens, pas par le peuple français. Même sa création a pris place à l'initiative de Napoléon. Les citoyens français de l'époque n'ont jamais voté pour. Quant au gouverneur, il est nommé par le président de la République. Donc encore une fois, la source est aristocratique et politique. Et si on considère qu'il parle du mandat démocratique en tant que mission, les fameux statuts de la Banque de France ne mentionnent pas de mission démocratique. Ils indiquent juste qu'elle a pour objectif la stabilité des prix et qu'elle obéit au gouvernement, sauf quand elle doit obéir à la Banque Centrale Européenne. Là encore, son mandat est purement politique et aristocratique. Enfin, quatrièmement, vous avez certainement remarqué que monsieur le gouverneur a également indiqué qu'il n'avait pas confiance envers les émetteurs privés de Bitcoin. Et je n'arrive pas à déterminer, pour le coup, s'il n'a absolument rien compris à la crypto, ou si, comme tous les parents qui appellent toutes les consoles de jeux des Nintendo, il appelle toutes les cryptos des Bitcoins. Cela dit, il n'est pas le seul à raconter un peu n'importe quoi, puisqu'en parallèle, Brian Armstrong, en bon gros américain de base, a déclaré sur un ton à moitié blagueur à moitié sérieux que seul le top 10 des bonnets fiduciaires mondiales devrait exister et que toutes les autres en dessous de ce seuil devraient entièrement se dollariser ou être remplacées par Bitcoin. Un avis complètement éclaté, mais presque prévisible pour un PDG de plateforme d'échange crypto appartenant à la nation la plus impérialiste de notre époque. En tout cas, c'est une petite conversation d'une quarantaine de minutes qui mérite votre attention si vous parlez anglais et dont vous trouverez le lien en description. Et puisqu'il est question des États-Unis, il faut tout naturellement que je parle de la dernière frasque de son président en matière de crypto. Ce lundi, Donald Trump a déposé plainte contre JP Morgan parce qu'ils avaient fermé ses comptes bancaires il y a quelque temps, ce qui l'avait fortement motivé à se tourner vers la crypto. En toute logique, il réclame donc au tribunal d'obliger JP Morgan à lui verser la somme pas du tout exagérée de 5 milliards de dollars, plus tous les frais d'avocat et autres coûts accessoires, parce que de toute évidence, avec seulement 5 milliards, Trump n'aurait pas de quoi payer ses avocats. Pourquoi parler de milliards quand on pourrait amasser des millions ? Et maintenant, passons à la dernière actu de la semaine qui concerne la Chine, comme vous l'avez deviné avec la miniature. En effet, dans le dernier épisode de ce documentaire, dont le titre est une espèce de version chinoise du cri de guerre de Godefroy de Montmirail, il a été révélé qu'un certain Yao Tian a été arrêté pour corruption, et son cas est particulièrement amusant. En effet, il s'agit de l'ancien directeur de l'Institut de recherche sur les monnaies numériques à la Banque centrale chinoise, et il a joué un rôle très important dans la création du yuan électronique qui permet au Parti communiste chinois de contrôler encore plus la vie de ses sujets.
Et donc cet homme à la position très particulière a été arrêté officiellement pour avoir apparemment reçu 2000 Ethers comme pot de vin en 2018. Quelle ironie. D'après le documentaire, il aurait utilisé ses Ethers mal acquis pour acheter une maison, et l'utilisation de la crypto lui aurait été fatale puisque la police chinoise aurait réussi à le pister sur la blockchain et qu'il a été jeté en prison. Mais en ce qui me concerne, tout ça doit rester au conditionnel. En effet, ce documentaire a été publié par CCTV, la télévision nationale chinoise qui est contrôlée par le Parti communiste. Et non seulement il diffuse régulièrement des âneries et des mensonges, mais en plus il s'avère qu'en ce moment des luttes de pouvoir assez intenses ont pris place au sein du parti, entre Xi Jinping et des adversaires qui souhaitent l'expulser. Car, plus ou moins depuis qu'il est au pouvoir, mais particulièrement depuis quelques années, c'est au total plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont été accusées de corruption et sanctionnées. Et leur nombre a beaucoup augmenté récemment. C'est plus souvent le cas avec des militaires comme Zhang Youxia et Liu Junli qui ont été sanctionnés très récemment, ou des cadres de très haut niveau dans le parti comme Gao Yichen. Mais peut-être que ce Yao Tian que l'on accuse d'avoir touché des pots de vin en éther est suffisamment important pour avoir été victime de la purge massive qui est en cours. Est-ce qu'il est vraiment corrompu ou pas ? Difficile à dire. En tout cas, une chose est sûre, la télévision chinoise en a profité à la fois pour monétiser l'histoire et propager la nouvelle, tout en faisant peut-être un peu de propagande pour décourager les utilisateurs de crypto là-bas. En tout cas, comme c'était la dernière actu de la semaine, je vous souhaite une bonne fin de week-end et j'espère qu'on se reverra dimanche prochain sur YouTube. À bientôt.